Éveillez votre esprit élu. La personne la plus dangereuse dans une pièce est rarement celle qui parle le plus fort. C'est celle qui a déjà compris le jeu avant que les autres aient fini de poser leur pièce. Voici une vérité que peu de gens osent reconnaître. Les êtres humains sont incapables de mesurer ce qu'ils ne voient pas. Ils jugent ce qui est visible, bruyant, immédiat, et ils ignorent tout ce qui se construit en silence. Les recherches sur la perception le confirment encore et encore. Les gens confondent l'absence de signal avec l'absence de force. Autrement dit, celui qui ne montre rien est presque toujours pris pour celui qui ne possède rien. Pendant ce temps, celui qui garde son avantage hors de portée des regards devient invisible. Et l'invisibilité, ce n'est pas la faiblesse, c'est la position la plus protégée qui existe. Alors quand vous avez choisi de cacher ce que vous teniez réellement, ce n'était pas de la peur, c'était du calcul. Vous n'avez pas dissimulé votre force parce que vous doutiez d'elle. Vous l'avez dissimulée parce que vous saviez exactement ce qu'elle valait. Les gens vous traitent selon ce qu'ils croient pouvoir vous prendre, jamais selon ce que vous gardez en réserve. Et tant qu'ils pensent que vous n'avez rien qui les menace, ils baissent leur garde. Ils s'exposent. Ils négligent le moment. Ils avancent sans prudence parce qu'ils croient que la partie est simple, puisqu'ils croient que vous êtes inoffensif. Il y a un avantage étrange à dissimuler ce que l'on possède vraiment. On obtient l'accès sans résistance. On obtient l'information sans qu'on nous interroge. On regarde les autres dérouler tout leur jeu en croyant que personne ne tient les comptes. C'est comme connaître la fin d'une histoire pendant que tout le monde s'agite encore au début. Et oui, il y a une ironie tranquille à voir des gens vous expliquer fièrement une chose que vous aviez déjà placée en position 3 coups plus tôt. Mais vous hochez la tête, parce qu'interrompre gâcherait le dénouement. Et quand la prise de conscience finit par les atteindre, cette lente sensation de descente, ce n'est jamais spectaculaire. Il n'y a pas d'excuse, pas d'annonce, juste un changement de ton soudain, moins de plaisanterie, des phrases plus courtes, des gestes plus mesurés. C'est l'instant où ils comprennent la vérité trop tard. Celui qu'ils croyaient sans atout en gardait un de côté tout ce temps. Et le calme qu'ils prenaient pour de la passivité n'était pas du vide. C'était une réserve qui attendait son heure. Ceci n'est pas une histoire de discrétion, c'est une histoire de contrôle. C'est l'art de laisser la pièce vous croire désarmé assez longtemps pour qu'au moment décisif, l'avantage soit déjà entre vos mains et qu'une à une, leurs issues de secours se referment en silence. Numéro 1, vous avez gardé votre force loin de leur regard, volontairement. La plupart des gens éprouvent le besoin de montrer ce qu'ils ont. Dès qu'ils possèdent quelque chose, une compétence, une ressource, une longueur d'avance, ils le révèlent pour en récolter l'admiration. Vous, non. Vous avez vu venir cette tentation et vous avez fait l'inverse. Vous avez gardé votre avantage en réserve, hors de portée de leur curiosité. Ce n'était pas de la timidité, c'était de la lucidité. Vous aviez compris qu'au moment où les gens savent ce que vous tenez, ils commencent à s'en protéger, à le contrer, à le neutraliser. Mais ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas le combattre. Garder votre force cachée est inconfortable, parce que cela exige de renoncer à la reconnaissance immédiate. Vous devez supporter qu'on vous sous-estime, qu'on vous croie limité, qu'on vous traite comme un acteur secondaire. Cela pique, mais vous l'avez toléré parce que vous saviez quelque chose de plus profond. Les gens agissent honnêtement face à celui qu'ils ne craignent pas. Ils révèlent comment ils pensent, comment ils manœuvrent, où ils trichent. Ils cessent de jouer un rôle. Pendant qu'ils vous rangèrent dans une case qui les rassurait, vous étudiez tranquillement leur manière d'opérer, quand ils croyaient n'avoir personne d'important en face, qui décide trop vite, qui a besoin d'être validé, qui craque sous la pression, qui ment dès qu'il se sent à l'aise. Vous ne collectiez pas des ragots, vous collectiez des schémas. Et les schémas valent infiniment plus que les opinions. La dissimulation vous offre une liberté, aucune attente à entretenir, aucune image à défendre, aucune pression à prouver quoi que ce soit en direct. Pendant ce temps, ceux qui avaient besoin de paraître puissants se sont piégés eux-mêmes. Ils devaient continuer à parler, à gagner, à montrer leur jeu juste pour rester pertinents. Le véritable avantage arrive plus tard, quand cela compte enfin, quand les décisions ont du poids et que les conséquences sont irréversibles. C'est là que vous bougez. Pas de façon spectaculaire, mais avec précision. Et c'est là que la confusion les saisit, parce que la version de vous qu'ils avaient construite ne peut pas expliquer ce qui se passe. Leur assurance s'effondre, non parce que vous avez changé,
mais parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais su ce que vous teniez. Vous ne les avez pas trompés par des mensonges. Vous les avez laissés se tromper eux-mêmes, et c'est la stratégie la plus propre qui soit. Numéro 2, votre silence n'était pas du vide. C'était de la compression. Les gens voyaient le calme, l'absence de réaction, l'expression neutre, et ils supposaient qu'il ne se passait rien derrière vos yeux. Ils croyaient que votre tranquillité signifiait que vous n'aviez rien à dire, rien à défendre, rien à protéger. Ils se trompaient. Ce qu'ils prenaient pour de l'indifférence était une compression mentale intense. Chaque observation, chaque interaction, chaque mot lâché, chaque geste, tout était enregistré, analysé et rangé d'une manière qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Vous n'étiez pas passif. Vous compressiez l'information, vous la pliez en schéma, vous tissiez des liens qu'ils ne pouvaient même pas soupçonner. Pendant qu'ils s'agitaient, se disputaient de petites victoires et cherchaient à se faire entendre, vous observiez l'architecture de leurs décisions. Vous voyiez où finissait la cohérence et où commençait l'intérêt personnel. Vous notiez les contradictions qu'ils ne remarquaient jamais en eux-mêmes. Vous cataloguiez les erreurs prévisibles qui n'apparaissent que lorsqu'on se croit malin. Et tout ce temps, vous gardiez votre force hors de vue, parce qu'en révéler la moindre fraction aurait brisé l'avantage. La compression n'est pas qu'une affaire d'observation, c'est une affaire d'énergie. Les gens gaspillent leur énergie à impressionner, à dominer, à contrôler le récit. Vous ne gaspillez pas la vôtre. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction était soigneusement rangée, non pour le spectacle, mais pour le levier. Et le levier, contrairement au bruit, attend patiemment. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a besoin que du bon moment. Quand l'instant d'agir est arrivé, la profondeur que vous portiez en silence est devenue indéniable. Ce qu'ils prenaient pour rien est devenu soudain impossible à ignorer. Leurs erreurs, leur excès de confiance, leurs erreurs de jugement, tout s'est aligné parfaitement avec le cadre mental que vous bâtissiez en silence. Et dans cet alignement, votre prétendu vide s'est révélé pour ce qu'il était vraiment. Un réservoir de lucidité, de patience et de prévoyance qu'ils n'avaient aucun moyen de mesurer. Leur choc ne venait pas de la surprise, il venait de la prise de conscience. La conscience que tout ce qu'ils avaient sous-estimé était en réalité une accumulation calculée de compréhension qui attendait le moment parfait pour se déployer. Votre silence n'était pas vide, c'était une puissance compressée, et ils étaient déjà à l'intérieur d'un jeu dont ils ignoraient l'existence. Numéro 3, vous ne vous êtes jamais battu là où les règles étaient absurdes. La plupart des gens croient que réussir, c'est se montrer partout, pousser sans relâche, jouer à chaque partie où on les invite. Vous, non. Vous avez vite compris que toutes les parties ne valent pas la peine d'être jouées. Certaines arènes sont conçues pour récompenser le bruit, l'ego et l'énergie superficielle, plutôt que le talent, l'intelligence ou la vision. La plupart des gens s'y précipitent parce qu'ils veulent de la reconnaissance, une validation, une victoire rapide. Vous avez reculé en silence, en observant, sachant que le mauvais terrain finit toujours par brûler les bonnes personnes pour de mauvaises raisons. En refusant de jouer là où les règles étaient absurdes, vous avez évité les pièges où tous les autres sont tombés. Vous n'avez pas gaspillé d'énergie à vous prouver devant ceux qui ne le méritaient pas. Vous ne vous êtes pas disputé sur des points sans importance, ni livré des batailles purement symboliques. Pendant que les autres s'épuisaient dans des concours dénués de sens, vous conserviez votre concentration, en attendant des arènes où l'enjeu correspondait à votre véritable capacité. C'est pourquoi vous avancez toujours plus vite et plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Ils jouaient pour être vus, vous jouiez pour gagner. La finesse de cette approche, c'est qu'elle pousse les gens à mal évaluer votre ambition. Ils voient votre absence et la prennent pour de l'hésitation, de la faiblesse, un manque de volonté. Ils ne comprennent pas que la vraie stratégie ne court pas après les projecteurs. Elle cherche le levier. Elle repère l'endroit où l'effort se transforme directement en résultat et non en applaudissement. En laissant les autres s'épuiser, vous gagnez en clarté, en patience et en liberté. Vous pouviez observer les erreurs s'accumuler, reconnaître les schémas et anticiper les issues sans jamais être pris dans leur chaos. Quand le bon moment est venu, votre geste a frappé plus fort parce qu'il venait de la préparation, pas du désespoir. Il n'était ni bruyant, ni brouillon, ni prévisible. Il était précis, chirurgical et inévitable. Et ceux qui se moquaient de votre absence ont soudain compris qu'ils jouaient à un jeu conçu pour les spectateurs, pas pour les joueurs.
pendant que vous maîtrisiez en silence les coups qui comptaient vraiment. Ne pas se battre là où les règles sont absurdes, ce n'est pas de la paresse. C'est du calcul, c'est de la retenue. Et c'est l'une des formes de pouvoir les plus négligées, parce qu'elle ne s'annonce jamais avant qu'il ne soit déjà trop tard pour les autres. Numéro 4. Vous les avez laissés se convaincre eux-mêmes de leur supériorité. La plupart des gens ne peuvent pas résister à l'envie de se prouver face à quelqu'un de calme, de posé, d'illisible. Ils ressentent le besoin d'affirmer leur domination, d'étaler leur savoir, de montrer qu'ils contrôlent. Vous ne les avez pas arrêtés. Vous les avez laissés parler. Vous les avez laissés se vanter, argumenter, brandir leurs opinions comme des trophées. Vous leur avez permis de bâtir tout un récit dans leur tête, un récit où ils étaient supérieurs, où ils avaient le dessus, où ils comprenaient la pièce et tous ceux qui s'y trouvaient. Pendant qu'ils gonflaient leur importance, vous regardiez en silence, vous absorbiez, vous analysiez. Chaque affirmation assurée, chaque excès, chaque petit mensonge ou exagération devenait une pièce d'une carte bien plus grande de leur façon de penser. Ils révélaient leurs stratégies, leurs faiblesses, leurs habitudes et leurs angles morts sans se rendre compte qu'ils vous offraient tout cela. Vous n'aviez pas besoin de les interroger. Vous n'aviez pas besoin de poser de questions. Leurs propres mots faisaient le travail pour vous, parce que la confiance masque souvent les failles mêmes qui deviennent un levier pour celui qui sait patienter et observer. La beauté de les laisser se convaincre de leur supériorité, c'est que cela crée un piège invisible. Plus ils affirment, plus ils s'enferment dans des positions qu'ils ne peuvent pas tenir. Plus ils insistent pour avoir raison, plus ils exposent exactement là où ils s'effondreront quand la vraie pression arrivera. Et pendant tout ce temps, votre calme illisible les convainc que vous n'êtes qu'un spectateur, au mieux un figurant. Cette illusion nourrit leur arrogance, ce qui ne fait qu'accélérer le processus. Le temps qu'ils comprennent que leur confiance bâtissait votre avantage, il est déjà trop tard. Chaque phrase qu'ils ont prononcée, chaque exagération, chaque démonstration de pouvoir supposé a été archivée dans votre esprit, prête à être déployée de façon précise et inévitable. Ils se croyaient intouchables parce que vous ne les défiez pas. Et cette croyance est devenue le mécanisme de leur propre chute. Vous ne les avez pas manipulés par la force ou la confrontation. Vous les avez manipulés par la patience, l'observation, et en laissant leur ego travailler contre eux. Numéro 5. Vous avez maîtrisé la retenue pendant qu'ils confondaient l'agitation avec le progrès. La plupart des gens pensent que l'action égale l'accomplissement. Ils se précipitent, réagissent, s'engagent à l'excès, parce que faire quelque chose, n'importe quoi, leur donne l'impression d'être productif. Ils confondent le bruit avec l'influence, le mouvement avec le contrôle, et la vitesse avec l'intelligence. Vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Vous avez maîtrisé la retenue. Vous aviez compris que le vrai pouvoir ne s'annonce pas par l'activité constante. Il se manifeste dans le timing, la précision et la capacité de se retenir quand les autres en sont incapables. Pendant qu'ils tournaient dans une frénésie de tâches, de disputes et de débordements, vous étiez immobile, pas stagnant, mais délibéré. Chaque observation, chaque analyse, chaque décision était calculée. Vous saviez que le monde est plein de gens qui s'épuisent à prouver leur pertinence et que cet épuisement laisse des ouvertures que vous pouviez exploiter parce que vous conserviez votre énergie, votre concentration et votre clarté. La retenue est devenue votre moteur secret. Elle vous laissait voir les erreurs avant qu'elles ne surviennent, anticiper les réactions avant qu'elles ne soient faites et mesurer les issues avant que quiconque n'envisage les conséquences. Autour de vous, les gens étaient bruyants, pressés, impulsifs, mais vous traitiez leur agitation comme un bruit de fond. Ils bougeaient comme des pièces d'échecs en pilote automatique, croyant que l'activité elle-même était une stratégie. Vous saviez que la vraie stratégie est mesurée, jamais frénétique. Attendre, observer et ne faire que ce qui compte signifiait qu'au moment voulu, votre geste se poserait sans résistance, parce qu'il venait de la patience, pas de la panique. La retenue vous rendait aussi imprévisible. Il vous croyait lent, désengagé, hésitant, alors qu'en réalité, vous attendiez que le levier s'aligne parfaitement. Leur agitation constante les aveuglait sur le fait qu'ils créaient eux-mêmes les conditions de leur propre chute. Le temps que vous agissiez, l'avantage que vous aviez bâti en silence était irréversible.
Numéro 6. Vous n'avez pas corrigé leurs suppositions, parce que vous n'aviez pas besoin de leur approbation. La plupart des gens paniquent quand on les comprend mal. Ils ressentent le besoin urgent de clarifier, d'expliquer, de se justifier, comme si être mal jugé était un échec personnel. Vous, non. Vous saviez que corriger les suppositions de quelqu'un n'est nécessaire que si son opinion compte pour vous. Et dans la plupart des cas, elle ne compte pas. L'approbation est surestimée, et chercher à la mériter coûte souvent plus qu'elle ne rapporte. Vous êtes resté silencieux, laissant les autres croire ce qu'ils voulaient, parce que vous compreniez que leur perception était leur problème, pas le vôtre. En refusant de clarifier, vous gagnez en liberté. Vous n'aviez pas à jouer selon leurs règles, à défendre vos choix, ni à dévoiler votre jeu pour satisfaire l'ego d'un autre. Chaque tentative qu'ils faisaient pour vous définir, vous cerner, mesurer votre capacité, devenait sans objet, parce que vous ne leur donniez jamais de raison de douter de la version de vous qu'ils avaient déjà acceptée. Le silence vous permettait aussi d'observer. Les gens en révèlent davantage quand ils croient que leurs suppositions sont justes. Ils laissent tomber des indices, exposent des faiblesses, s'engagent à l'excès, agissent sans prudence, tout cela parce qu'ils vous croient alignés avec l'histoire qu'ils se sont racontée à votre sujet. Votre silence devenait un outil, les laissant dévoiler leurs stratégies, leurs angles morts et leurs schémas sans jamais soupçonner qu'ils vous donnaient l'avantage. Ne pas corriger les suppositions demande de la confiance, mais aussi du timing. Vous n'intervenez pas avant que le levier ne l'exige. Jusque-là, laisser les gens vous mal lire vaut bien plus que de leur prouver que vous avez raison. Cela bâtit une avance invisible, un contrôle discret sur la perception et une carte mentale de tous ceux qui vous entourent. Quand le moment d'agir arrive, ceux qui croyaient vous comprendre sont pris de court. Leur surprise ne vient pas de votre geste, elle vient du fait qu'ils n'ont jamais su ce qu'ils ignoraient. Numéro 7. Vous avez étudié les résultats, pas les opinions. La plupart des gens se laissent absorber par ce que les autres pensent, par les disputes, les débats, les échanges sans fin sur qui a raison et qui a tort. Ils traitent l'opinion comme une monnaie, croyant que convaincre quelqu'un ou gagner une discussion prouve l'intelligence ou le contrôle. Vous, non. Vous vous concentriez sur les résultats, sur ce qui pouvait être mesuré, observé et exploité. Les opinions sont bon marché, fugaces et souvent fausses. Les résultats sont permanents, indéniables et inestimables. Cette différence est ce qui vous plaçait des pas en avant pendant que les autres parlaient. En privilégiant les résultats sur les opinions, vous évitiez de gaspiller de l'énergie dans des débats qui ne mènent nulle part. Vous ne couriez pas après la validation ni la reconnaissance. Vous ne discutiez pas avec ceux qui tenaient plus à être entendus qu'à avoir raison. À la place, vous observiez ce qui fonctionnait réellement. Vous suiviez les schémas, les comportements, les décisions et leurs conséquences. Et vous appreniez plus vite que quiconque, parce que vous n'étiez pas distrait par le bruit de l'ego ou de la perception. Vous compreniez que le vrai pouvoir ne se prouve pas dans les discussions. Il se prouve dans les résultats, dans des bascules que les gens ne peuvent ignorer, dans des coups qui font pencher l'échiquier en silence, mais de façon irréversible. Cette approche vous rendait aussi presque invisible pendant que vous récoltiez du renseignement. Les gens exposaient librement leurs faiblesses, dévoilaient leurs angles morts et s'engageaient dans des actions qui semblaient impressionnantes, mais étaient finalement bancales. Vous n'étiez pas là pour juger ou argumenter. Vous étiez là pour enregistrer et anticiper. Quand le moment d'agir est venu, vous n'avez pas simplement réagi. Vous avez exploité la connaissance de ce qui arrive réellement, et non de ce que les gens prétendent qui devrait arriver. Vos coups étaient précis, percutants et imparables, parce qu'ils étaient ancrés dans la réalité plutôt que dans la perception. Pendant ce temps, ceux qui se fiaient aux opinions se débattaient, stupéfaits que leurs suppositions les aient menés à la défaite. Numéro 8. Vous avez gardé votre force détachée de votre identité. La plupart des gens lient leur valeur à ce qu'ils possèdent. Ils ont besoin de prouver qu'ils sont forts, capables, qu'ils ont les moyens, à chaque instant, parce que leur ego ne survit pas à l'idée d'être sous-estimé. Vous, non. Vous aviez compris très tôt qu'un avantage est un outil, pas un insigne. Il n'a besoin ni de reconnaissance, ni d'applaudissements, ni de démonstration constante. En séparant votre identité de ce que vous déteniez, vous vous êtes libéré des pressions, des pièges et des distractions qui asservissent la plupart des gens.
Garder votre force détachée de votre identité vous permettait de traverser le monde sans être remarqué, tout en accumulant le pouvoir en silence. Les gens supposent que celui qui n'exhibe pas ses atouts n'en a pas. Ils confondent la discrétion avec la faiblesse, le silence avec l'incompétence, l'observation avec l'incapacité. Cette illusion est devenue votre plus grand avantage. Vous pouviez agir sans attente, élaborer une stratégie sans interférence et frapper sans avertissement. Vos coups n'étaient pas prévisibles, parce qu'ils n'étaient pas liés à l'ego ou à l'image. Ils étaient liés au résultat et au timing. Cette séparation vous rendait aussi flexible. Quand votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, vous pouvez vous ajuster, vous adapter et pivoter sans craindre de perdre votre statut. Vous n'étiez pas contraint par le besoin de protéger une image. Vous pouviez encaisser la critique, étudier les échecs et exploiter les contradictions des autres sans vous mettre sur la défensive. Cette liberté rendait votre esprit plus aiguisé, parce qu'il apprenait sans cesse, observait sans cesse, évoluait sans cesse, sans interférence de votre fierté. Le temps que les gens réalisent ce que vous teniez vraiment, il était déjà trop tard. Ils vous avaient mal lu pendant des mois, parfois des années, bâtissant leur assurance sur l'hypothèse que vous étiez moins capable que vous ne l'étiez réellement. Numéro 9. Vous les avez laissés sous-estimer votre mémoire. La plupart des gens pensent que la mémoire n'est qu'un outil passif, quelque chose qu'on sort en cas de besoin. Vous l'avez traité autrement. Vous avez laissé les autres croire que vous oubliiez, que les détails vous échappaient, que les mots ne s'imprimaient pas. Ils supposaient de la négligence, un manque d'attention, voire de l'innocence. Cette supposition était exactement ce que vous vouliez. La sous-estimation est une arme quand on l'associe à la précision, et la mémoire en est la munition silencieuse. Chaque lapsus, chaque promesse rompue, chaque incohérence, chaque petite vantardise ou menace était stockée, non pas jugée, mais cataloguée. Vous ne reteniez pas seulement les événements. Vous reteniez les schémas, les tendances, les habitudes et les petites fissures dans les façades des gens. Pendant qu'ils croyaient leurs paroles éphémères, elles se gravaient dans votre carte stratégique. Les gens en révèlent davantage quand ils pensent que personne ne fait attention. Et la mémoire vous permet de faire compter chaque commentaire anodin, chaque geste, chaque phrase non gardée. Ce genre de conscience ne vous prépare pas seulement au coup futur, elle vous donne un levier. Parce que le moment venu, vous ne vous contentez pas de vous souvenir. Vous déployez avec un timing parfait. Chaque incohérence, chaque trahison, chaque instant où il se croyait en sécurité, devient un outil de manœuvre précis. La mémoire alimente aussi votre invisibilité. Les gens sous-estiment ce dont vous vous souvenez, ce qui les rend imprudents en votre présence. Ils parlent librement, révèlent leurs faiblesses, prennent des risques, tous convaincus que leurs faux pas sont temporaires ou passés inaperçus. Pendant ce temps, vous tenez le registre en silence. Quand vous agissez, c'est dévastateur, parce que ce n'est pas seulement du talent ou de la stratégie. C'est l'histoire exploitée à la perfection. Ceux qui ont ri, ignoré ou écarté votre présence comprennent soudain que rien n'a été oublié. Que chaque mot, chaque geste, chaque trace d'arrogance a été noté et conservé. Numéro 10, vous avez compris que le timing l'emporte sur le talent. La plupart des gens croient que le succès vient de faire plus, d'aller plus vite ou d'avoir plus de compétences. Ils se précipitent, se surmènent, cherchent à se prouver sans cesse, persuadés que le mouvement équivaut à l'avantage. Vous n'avez pas joué à ce jeu. Vous aviez compris que le timing est la force silencieuse qui multiplie le talent bien au-delà de la capacité brute. Un coup joué trop tôt peut être gaspillé, un pas fait trop tard peut être inutile, et l'effort dépensé sans alignement est de l'énergie perdue. Vous avez appris à attendre, à observer et à mesurer jusqu'à ce que le moment parfait arrive. Puis vous avez agi, et l'impact a été total. Le timing vous donnait du levier. Pendant que les autres se consumaient dans des concours inutiles, à se disputer le statut ou à tenter d'impressionner, vous observiez, calculiez et prédisiez. Vous remarquiez des schémas, des habitudes et des réactions que tout le monde négligeait, parce qu'ils étaient trop occupés à se donner en spectacle pour faire attention. Ils supposaient qu'être premier ou rapide comptait le plus. Mais vous saviez que l'influence vient du fait de savoir quand l'échiquier est prêt, quand la résistance est la plus faible et quand votre geste sera décisif. Cette patience transformait vos coups en certitude plutôt qu'en hasard.
Cette maîtrise du timing dissimulait aussi votre pouvoir. On vous croyait en retard, hésitant ou désengagé, alors qu'en réalité, vous vous positionniez avec précision. Chaque réaction différée, chaque observation silencieuse, chaque pause était un choix stratégique. Et quand vous avez enfin agi, ce n'était pas un pari. C'était une frappe calculée, alignée sur des conditions qu'ils ne pouvaient ni contrôler, ni anticiper. Le temps que les autres comprennent ce qui s'était passé, l'avantage était irréversible. Leur vitesse frénétique et leur agitation constante n'avaient fait que préparer le terrain pour votre exécution parfaite. Numéro 11, vous n'avez pas précipité la clarté. Vous avez laissé la confusion travailler pour vous. La plupart des gens éprouvent le besoin de s'expliquer immédiatement, de s'assurer que tout le monde comprenne leurs intentions, leurs pensées et leurs actes. Ils se précipitent pour clarifier, par peur d'être mal interprétés, croyant que la transparence égale le contrôle. Vous, non. Vous aviez compris que la confusion peut être un outil puissant quand on la manie correctement. En laissant les gens vous mal lire, douter d'eux-mêmes, et combler les vides avec leurs propres suppositions, vous créiez un environnement où leurs décisions étaient guidées par la perception plus que par la réalité. La confusion les forçait à projeter. Ils supposaient des motivations, prédisaient des actions, interprétaient votre comportement à travers le prisme de leurs propres peurs et désirs. Ce faisant, ils révélaient bien plus qu'ils ne le voulaient. Leurs projections exposèrent des faiblesses, des contradictions et des priorités que vous pouviez discrètement enregistrer et exploiter. Chaque malentendu devenait une source d'information. Chaque erreur de jugement, un pas de plus vers l'avantage que vous bâtissiez sans jamais dévoiler votre jeu. Cette stratégie vous donnait aussi de la liberté. Pendant qu'ils s'efforçaient de vous décrypter, vous opériez sans le poids de leurs attentes. Vous n'aviez pas à justifier vos coups, à défendre vos choix, ni à expliquer vos intentions. Le temps que la clarté émerge enfin, il était trop tard pour qu'ils s'ajustent. Ils avaient déjà pris des décisions sur de fausses prémices, et leur élan les avait portés dans des positions vulnérables. La confusion qu'ils avaient d'abord prise pour de la faiblesse ou de l'indécision s'était muée en une force qui jouait entièrement en votre faveur. Numéro 12, vous n'avez jamais montré la carte entière, juste assez pour égarer. La plupart des gens vivent dans l'illusion que la transparence égale la confiance, que tout montrer leur vaudra du respect ou évitera les conflits. Vous, non. Vous aviez compris que révéler le tableau complet trop tôt donne aux gens le temps de réagir, de s'adapter et de contrer votre stratégie. À la place, vous ne dévoiliez que des fragments, de petits indices, des signaux soigneusement mesurés, assez pour satisfaire la curiosité sans exposer la véritable profondeur de votre compréhension. En contrôlant le flux de l'information, vous façonniez la perception et laissiez les autres bâtir leur confiance sur des données incomplètes. Cette approche pousse les gens à surestimer ce qu'ils savent et à vous sous-estimer en même temps. Ils croient voir le terrain clairement, mais leur vision est filtrée, partielle et trompeuse. Chaque détail que vous livrez est intentionnel, chaque omission délibérée. Ils interprètent les fragments à travers leurs propres biais, leurs suppositions et leurs désirs, ce qui signifie que les conclusions qu'ils tirent à votre sujet parlent plus d'eux que de vous. Garder la carte cachée vous donne aussi un levier dans le timing. Pendant que les autres s'agitent sur leur compréhension incomplète, vous pouvez bouger librement, anticiper leurs réactions et ajuster vos plans en temps réel. Vos coups semblent soudains ou injustifiés, parce qu'ils sont nourris par le tableau complet qu'on ne leur a jamais laissé voir. Pendant ce temps, ils continuent d'agir avec assurance, sans jamais soupçonner que leur compréhension est incomplète, inexacte et de plus en plus dangereuse pour leur propre position. Le moment venu, les fragments que vous avez révélés deviennent sans importance. La carte entière, restée toujours dans votre esprit, vous permet d'exécuter avec précision pendant que leurs suppositions s'effondrent. L'échec et mat ne semblent pas avoir été planifiés. Il semble avoir toujours été évident, sauf qu'il n'a jamais été évident que pour vous. Numéro 13, vous avez joué de longues parties dans des pièces obsédées par les victoires rapides. La plupart des gens courent après le résultat immédiat. Ils mesurent le succès aux applaudissements, à la reconnaissance et au retour immédiat, s'épuisant dans des compétitions où la vitesse compte plus que la stratégie. Vous, non. Vous jouiez de longues parties, en silence, délibérément, pendant que tous les autres se ruaient vers des victoires temporaires. Vous aviez compris que le vrai levier ne s'obtient pas en étant premier.
Il s'obtient en ayant raison au moment qui compte et en bâtissant des positions qui durent longtemps après que les autres se sont consumées. Jouer de longues parties exige de la patience, de la discipline et la capacité de rester dans l'inconfort. Pendant que les autres cherchaient la validation et réagissaient impulsivement à chaque occasion, vous cartographiez les schémas, suiviez les tendances et anticipiez les issues d'une manière invisible aux impatients. Vous n'ignoriez pas le chaos autour de vous. Vous le laissiez se dérouler, laissant les gens révéler leurs priorités, leurs faiblesses, leurs angles morts et leur excès de confiance. Chaque coup précipité des autres devenait une étape de votre stratégie plus vaste. Cette approche vous donnait aussi de l'invisibilité. Les gens se croyaient en avance parce qu'ils étaient actifs, visibles et vocaux. Ils croyaient leurs victoires à court terme plus importantes que votre accumulation silencieuse de lucidité et de préparation. Leur assurance les rendait prévisibles, voire imprudents. Vous n'aviez pas besoin d'intervenir ni de concourir dans leur jeu, parce que vous n'y jouiez pas. Vous vous prépariez pour les moments où les réactions rapides et les démonstrations bruyantes ne suffiraient pas. Quand le bon moment est venu, vos coups portaient un poids et une inévitabilité. Les gens étaient pris de court, non par votre talent, mais par le fait qu'ils avaient investi leur énergie dans des concours éphémères pendant que vous investissiez dans la permanence. Dans un monde obsédé par les victoires rapides, celui qui pense des décennies à l'avance détient un pouvoir qu'aucun succès immédiat ne peut atteindre. Vous n'avez pas seulement joué plus finement, vous avez joué au-delà de leur horizon. Numéro 14. Ils n'ont pas perdu face à vous. Ils ont perdu face à celui qu'ils croyaient que vous étiez. La plupart des gens pensent que la défaite vient de la compétence, de la force ou de la confrontation directe. Ils supposent que la personne en face d'eux était l'auteur de leur échec. Vous n'aviez pas besoin de combattre ainsi. Le vrai pouvoir n'était pas dans ce que vous faisiez, il était dans ce qu'ils croyaient que vous étiez. Ils ont construit une version de vous dans leur esprit, une image simplifiée, incomplète et finalement fausse. Cette version collait à leurs suppositions, à leur ego et à leur sentiment de contrôle. Ils n'ont pas perdu à cause de vos coups seuls, mais parce qu'ils ont fait confiance à une réalité qui n'a jamais existé. Cette illusion vous donnait un avantage invisible. Pendant qu'ils opéraient avec assurance dans les limites de leur imagination, vous opériez dans la réalité, armés d'une conscience totale, de stratégie et de patience. Chaque erreur qu'ils commettaient, chaque erreur de calcul, chaque excès de confiance découlait de cette compréhension fausse. Ils jouaient sans le savoir contre une ombre, pas contre le vrai joueur, et cette ombre n'était pas vide. C'était une carte de leur faiblesse, un registre de leur tendance, un plan de leur chute inévitable. En les laissant vous mal lire, vous transformiez leurs suppositions en armes contre eux. Ils sous-estimaient votre timing, ignoraient votre retenue, et se trompèrent sur votre véritable capacité. Leur arrogance les aveuglait sur le fait que la personne qu'ils croyaient affronter n'était qu'un masque. Ils croyaient avoir de l'espace pour manœuvrer, la liberté de dominer, et la lucidité pour vous prédire. Chaque choix fondé sur cette image fausse les enfonçait plus profondément dans des positions vulnérables. Quand la réalité s'est enfin révélée, ce n'est pas un seul geste qui les a vaincus. C'est l'accumulation de chaque erreur de jugement, de chaque fausse supposition, de chaque baisse de prudence qu'ils avaient eux-mêmes créée. Le choc ne venait pas de votre talent. Il venait de leur prise de conscience que le jeu qu'ils croyaient comprendre n'avait jamais été le leur à contrôler. Les gens ne perdent pas toujours face à ce qui est réel. Ils perdent souvent face à ce qu'ils imaginent. L'échec est mat, a toujours été silencieux. Chaque coup que vous avez joué, chaque mot que vous avez retenu, chaque observation que vous avez enregistrée, chaque instant où vous avez patienté, rien de tout cela n'était aléatoire. C'était de la stratégie. Vous avez laissé les gens vous mal classer, sous-estimés par leurs propres suppositions. Vous avez compressé votre conscience, conservant votre énergie pendant qu'ils brûlaient la leur dans le bruit et l'ego. Vous avez évité les concours inutiles, laissant l'arrogance et l'excès de confiance combler les vides à votre place. Vous les avez laissés se convaincre de leur supériorité, mal jugeant chaque pause, chaque expression neutre, chaque instant de silence. Vous avez étudié les résultats au lieu des opinions, gardé votre force détachée de votre ego, et laissé la mémoire archiver tout ce qu'il négligeait. Le timing est devenu votre arme, la confusion votre allié.
et la révélation partielle, votre pouvoir invisible. Vous avez joué de longues parties dans des pièces obsédées par les victoires rapides. Et quand le moment est venu, ils n'ont pas seulement perdu. Ils ont perdu face à la version de vous qu'ils avaient imaginée, jamais face à la réalité qu'ils n'ont pas su voir. Ceci n'est pas une histoire d'arrogance, c'est une histoire de maîtrise. C'est comprendre la psychologie de la perception, de la patience et de la précision. C'est réaliser que le vrai pouvoir n'exige pas de reconnaissance, ne crie pas et n'a pas besoin de se justifier. Il s'accumule en silence, se positionne sans bruit et s'exécute avec une certitude implacable. Chaque sourire sous-estimé, chaque expression neutre, chaque geste discret bâtissait une force impossible à ignorer une fois pleinement révélée. Et quand elle l'a été, le résultat n'était pas de la chance. C'était le fruit de l'observation, de la discipline et de la stratégie perfectionnée avec le temps. Si vous vous êtes surpris à penser différemment, à voir les situations sous un nouvel angle ou à ressentir le poids de cette compréhension du pouvoir, vous n'êtes pas seul. Ceci n'est pas de la théorie. C'est un plan pour penser au-delà des suppositions et opérer avec une influence invisible. Si cela a ouvert votre esprit ou provoqué ce déclic, ne manquez pas ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela a résonné en vous. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de le voir. La maîtrise est contagieuse. Faisons-la grandir ensemble. Restez éveillés, élus.